Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lèche, président de l'Institut de sondage Ipsos. Bonjour. Et David Revaud-Dallon, journaliste politique au quotidien Le Monde. François Hollande contre Nicolas Sarkozy, c'est l'affiche du second tour, un casting annoncé d'avance. La surprise vient du Front National et la déception se fait sentir du côté de Jean-Luc Mélenchon. Malgré un score à 2 chiffres, le leader du Front de gauche se voyait bien en arbitre. Quant à François Bayrou, il est à des années-lumière de 2007 et il est relégué à la 5e position. Je vous redonne les chiffres officiels donc de ce premier tour. François Hollande 28,63%, Nicolas Sarkozy 27,18%, et puis Marine Le Pen, donc c'est pas un troisième homme, c'est une troisième femme avec 17,9%, Jean-Luc Mélenchon 11,11%, François Bayrou 9,3%, et puis dans les choux pour la candidate des Verts, et puis suivent les petits candidats que vous voyez s'afficher sur ce tableau. Alors, avec nos deux spécialistes, nous allons commenter bien sûr ce premier tour. Dans le fond, Jean-Marc Lèche, le score de Marine Le Pen montre tout de même l'échec de la stratégie de droitisation de Nicolas Sarkozy. Ah oui, ça c'est un... Pour Patrick Buisson, c'est pataplouf. Parce que Marine Le Pen a gagné quand même 2 millions, un peu plus de 2 millions de voix par rapport à son père, qui était déjà très haut. Énorme. En 2002. Quand on compare 2002 et 2012, il y a quand même 2 millions de plus, avec le taux de participation d'hier. Donc l'écart entre Sarkozy et Marine Le Pen existe. Il n'y a pas eu de 21 avril à l'envers, à l'endroit, au milieu, comme on voudra. Mais clairement, il est obligé aujourd'hui, s'il veut gagner Sarkozy, de récupérer au moins 70% des voix de Marine Le Pen d'hier, de dimanche, pardon. Et dans le sondage les sondages qui ont été faits juste après, il y en a eu 3. Tous les sondages donnaient toujours Hollande gagnant, 54, 55, 56. Et Marine Le Pen ne donne pas plus de 60% de son électorat de premier tour. Donc ça devient compliqué. C'est pas une élection confortable pour Hollande, mais c'est quand même plus que probable. Vous étiez avec François Hollande dimanche, donc à Tulle. Est-ce qu'il était confiant? Est-ce qu'il a gardé son sourire dont il ne s'est pas départi durant toute cette campagne? Ou est-ce qu'on sentait la tension? Parce que l'écart, quand même, s'est resserré. C'est vrai, un peu des deux, Roselyne. On sentait qu'il était, si vous voulez, évidemment soulagé d'occuper la pole position. Il n'osait le dire ouvertement, il l'espérait secrètement, mais ne l'avait pas annoncé dans les derniers jours. Donc il est en pole position, un score record depuis 81 pour un candidat de la gauche. C'est évidemment un bilan globalement positif, comme dirait l'autre. Le deuxième élément, qu'il l'a contraint à une certaine gravité et à beaucoup de sérieux dans son intervention. Il ne pavoisait pas, François Hollande. C'est évidemment le score du Front National qui... il n'en a pas dit un mot. Alors si. Dans un premier temps, il en a parlé et ça dessine, si vous voulez, ce que pourrait être sa stratégie d'entre-deux tours. D'abord, il a accusé très fermement et incriminé Nicolas Sarkozy pour ce score, comme le disait Jean-Marc, du Front National, qui est un record dans l'histoire de la Ve République. Et puis, dans un deuxième temps, il a appelé un sursaut de la République. Il a intérêt à jouer la République, voilà, ça c'est sûr. Ça dessine finalement une stratégie d'entre-deux tours dans laquelle il pourrait essayer d'agréger évidemment tous les républicains, entre guillemets, une alliance, on va dire, rose, rouge, verte, voire orange avec les bayrouistes, contre un axe bleu UMP et brun du côté de Bayrou, c'est sûr que, bon, il fait un mauvais score, vous l'avez dit, 9, bon. Mais son électorat se divise en 3 morceaux. Un tiers pour Sarkozy, un tiers pour Hollande, un tiers qui dit ne pas aller voter. L'intérêt d'attaquer sur la République, c'est qu'effectivement ça soude des Bayrou vers Hollande. C'est un thème qui va bien aux électeurs Bayrou. Voilà, ça lui permet d'éviter finalement les questions économiques sur lesquelles ne pourra jamais mettre d'accord Mélenchon et Bayrou. Et là, il embrasse un axe avec ce sursaut républicain qui va en fait, il est malin là-dessus parce qu'il n'effraie pas les mélenchonistes en disant qu'ils ne courtisent pas forcément, pas clairement. Il n'a pas parlé des électeurs centristes, il a dit ceux qui veulent l'impartialité de l'État et le respect de l'esprit républicain. Et il ne fait pas peur aux mélenchonistes. Absolument. Voilà, donc, ça lui permet de renvoyer aussi Sarkozy vers la droite. Donc là, il y a une habileté
réel. Alors il y a un deuxième effet qui se coule quand même, qui est que les Hollandais, l'équipe de François Hollande va aussi chercher dans cet entre-deux-tours des voix parmi les électeurs du Front National dont ils considèrent qu'ils ne sont pas totalement perdus, qu'il y a là-dedans des électeurs de gauche qui sont susceptibles de revenir dans le giron. On imagine qu'ils vont utiliser évidemment Arnaud Montebourg, Ségolène Royal, voire Jean-Luc Mélenchon pour aller chasser sur ces terres. Là, Jean-Marc peut peut-être expertiser cette question, mais on se dit que ça va quand même être difficile parce que ça fait bien longtemps que ces électeurs ont déserté la gauche pour voter FN. C'est des ex qui n'ont pas de nostalgie de retrouver l'ancien. C'est pas le remariage à la Hollywood. Non, là c'est quand même des gens qui viennent de la gauche mais qui ont carrément oublié. De reste, la carte de Marine Le Pen est intéressante parce que qui vote pour elle carte, beaucoup de cols bleus, des cols bleus dans des endroits dans lesquels, pour l'essentiel, il y a des fermetures d'usines. Le Pas-de-Calais, la Moselle. L'Est. Il n'y a pas de fermetures d'usines que dans des endroits où il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment. Quand on regarde, au fond, la carte de Marine Le Pen, c'est la carte de l'aggravation et de l'augmentation du chômage. Et la carte de la désindustrialisation. Bien sûr. Quand on ferme des entreprises, petites, moyennes ou grandes, sûrement il y a du vote Marine Le Pen. Donc c'est un vote l'immigration, non, là-dedans. Si, mais c'est secondaire par rapport à la première motivation. C'est la crainte qu'on a de perdre son emploi, son statut. Mais pourquoi elle? Parce que Mélenchon aussi là-dessus. Finalement, ça vient sanctionner la campagne, la stratégie de campagne de Marine Le Pen dans un sens positif. Souvenez-vous, il y a eu des débats pendant toute cette campagne dans l'équipe du Front National, où on se disait est-ce qu'il faut privilégier la ligne un peu techno-économique qui est celle de Florian Philippot, son directeur de campagne, ou alors la ligne traditionnelle du père Jean-Marie Le Pen, qui était évidemment de mettre en avant immigration, insécurité. Eh bien, cette ligne qui a concilié finalement ces deux pôles, voilà, a permis à la fois de conserver l'électorat traditionnel frontiste, les électeurs d'extrême droite véritablement, et puis d'aller chasser effectivement chez les ouvriers, les catégories populaires, les jeunes qui ont été frappés par son discours effectivement économique. Ce surcroît dont elle a bénéficié hier n'est pas structurellement attaché à la droite parce qu'il craindrait la gauche. Donc le report des voix n'est pas évident du tout sur Nicolas Sarkozy. De Pataplouf, du côté de Buisson, du côté des scores, il y a aussi le fait qu'il a souhaité jusqu'au bout envisager l'idée que la droite pouvait se récupérer de l'extrême droite, y compris électoralement. Et c'est là probablement qu'il y a une faute aussi, parce que cet électorat-là, il est anti-sarkozyste structurellement. Lui, il est dans le référendum anti-Sarko. Alors, si Nicolas Sarkozy veut mettre les gants de boxe et faire une autre campagne, on a l'impression qu'il a épuisé tout son stock d'idées. Et parce que refaire la droitisation, ça va faire pataplouf, comme vous le disiez. Quelle est la stratégie qu'il doit adopter? Alors, on a le sentiment, d'après la première déclaration de l'équipe et des conseillers, que Nicolas Sarkozy ne change pas une équipe qui gagne, si j'ose dire, ou plutôt qui perd. C'est-à-dire qu'il va continuer à essayer de concilier droitisation et appel au centre. Mais là, on voit très bien que le pactole électoral, le jackpot, il est du côté du FN. Et donc, c'est évidemment une campagne de siphonnage de ses électeurs qu'il va tenter, avec le risque de se perdre, de se couper des 3% de François Bayrou, puisqu'on estime qu'un tiers des 10%... On voit qu'il fait même un grand rassemblement le 1er mai, il l'a annoncé, le jour de la fête du travail. De fête du travail, et puis surtout le jour où le Front National fait sa grande fête, Jeanne d'Arc. Et Mélenchon aussi. Oui. J'espère qu'il va choisir autre chose que la place Stalingrad. Parce qu'il y a quand même des symboles qu'il faut essayer d'éviter. Faire un rassemblement le jour du premier tour de la présidentielle place Stalingrad, alors qu'elle n'a pas été débaptisée. Donc, quand même. Bon. Alors maintenant, l'histoire de la majorité silencieuse, c'est là-dessus probablement que Sarkozy va essayer de faire. Ça n'a aucun sens quand vous avez autant de participants au vote. La patrie n'est pas en danger. Le surcroît de participation, c'est pas parce que la patrie est en danger qu'on est venu nombreux voter. On est venu voter pour des raisons anciennes, ancrées, qui étaient on soutient Sarkozy ou on est contre Sarkozy. Et donc ça ne changera pas. Cette humeur-là, elle ne va pas changer. Donc le peuple de droite s'est mobilisé, là. Ah bah oui, ça, clairement, oui. Ça, totalement mobilisé. Avec moins de 20% d'abstention, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que le peuple de gauche s'est aussi mobilisé, puisque... Même si la gauche à 44 est un peu en dessous de ce que Hollande espérait. C'est pour ça qu'il tronchait probablement un peu hier. À 46, c'était tranquille. 80-88, c'était 50, le bloc gauche. À 44...
4, c'est plus compliqué, même si c'est confortable. Il lui manque 1 ou 2 points, mais on peut se dire que finalement cette nouvelle configuration ne le dérange pas. Ça va lui permettre, cet axe évidemment que Nicolas Sarkozy va tenter d'installer avec les électeurs frontistes, ça va lui permettre d'accentuer sa stratégie initiale, celle qu'il pratique depuis des mois finalement, qui est celle du référendum anti-Sarkozy. Et donc, dans cet entre-deux tours, on va évidemment assister à un ratissage très large de François Hollande anti-Sarko, qui va essayer justement d'atteindre les scores auxquels il est mesuré pour le deuxième tour, qui sont très forts. Oui, pour le deuxième tour, on est à 54-46. Ça n'a pas changé entre avant le premier tour et après le premier tour. Les sondages continuent à être pareils, d'une fidélité absolument absolue. Donc pour vous, je vous repose la question que je vous ai 100 fois posée, c'est plié pour le second tour? Ah bah, ça sera extrême. Attendez, j'ai recompté tous les sondages d'intention de vote depuis le début de la campagne. On a eu plus de 200... 369, plus celui qu'on voit là, 370 avec celui d'hier soir. Aucun net n'a donné Sarkozy gagnant. Alors, je ne vais pas redire que je vais changer de métier si ça ne va pas, parce que c'est un peu tard. Mais néanmoins, je suis assez confortable. Maintenant, il va y en avoir 4-5. Le désarroi de Sarkozy se voit dans le fait qu'il veuille 3 débats. Un désarroi, parce que celui qui veut beaucoup de débats, c'est celui... Mais il pense qu'il peut... Parce qu'il continue de penser que l'autre n'est pas bon. Voilà. Donc il continue de penser que l'autre n'a pas le niveau. Exactement, et ça, c'est pour une ça qu'il veut bêtise. ces 3 débats. Ça me rappelle d'ailleurs un élément qui remonte à 2006, qui remonte à la primaire socialiste. Souvenez-vous, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, qui étaient candidats à l'investiture contre Ségolène Royal, considéraient que celle-ci était effectivement très mauvaise et que en installant 3 débats, ils auraient tout loisir finalement de la déconstruire et de montrer ses faiblesses et ses incapacités. Il y eut 3 débats, mais ils ont été totalement incapables finalement de l'endiguer, d'atteindre leurs objectifs. Et au contraire, c'est Ségolène Royal qui avait réussi à montrer que elle était tout à fait au niveau des 2 autres, elle était capable de concourir. Donc c'est tout à fait contre-productif. En revanche, pour ce qui est de l'entre-deux tours, François Hollande hier a évidemment opposé une ferme fin de non-recevoir à Sarkozy, qu'il a qualifié de mauvais élève qui essaye de changer les règles de l'épreuve parce qu'il a une mauvaise note. Donc il l'a pris sur le mode ironique et l'a renvoyé dans ses buts. Évidemment, François Hollande n'a aucun intérêt à se faire étrier, esquinter pendant 3 débats de 2 heures par Nicolas Sarkozy, très pugnace. Est-ce qu'un débat, ça compte dans un second tour? Est-ce que ça a un poids Ça a compté pour la première fois. C'est-à-dire quand les Français ont vu ça pour la première fois en 74, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. C'est le premier débat. C'est le premier, parce que entre les 2 tours de 1965, De Gaulle accepte de faire campagne, parce qu'il est quand même au ballottage qu'il n'avait pas prévu du tout, et les renseignements généraux non plus, puisqu'il lui donnait 55. Et donc il accepte de faire Michel Droit. La gauche qui est à 5%. Il accepte de faire Michel Droit, mais quand on revoit ce truc-là, on est carrément en Union soviétique version Staline. C'est absolument convenu. Donc le premier débat est en 74. Il y a une surprise. Mitterrand n'est pas encore familiarisé de la télévision. Et Giscard a la maîtrise qu'on peut juger désuète si on revoit le débat aujourd'hui. Le fameux monopole du cœur. Mais il a une maîtrise de la télévision. Aujourd'hui, on le trouvera encore plus stominard que super snob si on le revoit. Vous êtes il est absolument... Bon, mais c'est le premier. Et celui-là, il a consolidé la victoire de Giscard d'Estaing, alors que les forces de gauche, comme on dit aujourd'hui, pouvaient espérer l'emporter. Le problème, c'est que là, c'était il y a plus de 40 ans et qu'aujourd'hui, évidemment, ça ne joue plus à la marge, surtout avec un différentiel de deuxième tour tel que mesuré par les sondages. En tout cas, ça va assurément être un très beau débat, ce qui n'est pas toujours le cas. Très beau débat d'entre-deux tours. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même 2 personnalités, 2 styles très différents. Si j'ose la métaphore footballistique, ça serait un peu un Manchester-Barça ou un Bayern-Real. On a 2 styles très différents et ça donne toujours des rencontres un peu enlevées. Un boxeur et puis un art martial. Voilà, un boxeur versus un judoka ou quelque chose comme ça. Ils veulent l'emmener dans des endroits où jamais il sera coincé. C'est-à-dire que Copé dit, mais pourquoi on ne peut pas parler d'immigration avec lui ? Juppé dit, est-ce qu'il peut nous parler de sa politique africaine? Sous-entendu, ce mec-là, il n'est jamais allé ailleurs qu'en Belgique. Non, mais il y a bien du mépris dans l'équipe de Nicolas Sarkozy vers la qualité de François Hollande. C'est vrai que l'UMP Sarkozy sous-estime François Hollande. C'est une erreur parce que ses camarades socialistes l'ont aussi sous-estimé pendant des années. Et regardez où il est aujourd'hui. Effectivement. Bon, on suit ça de très près. On va vous revoir très vite, messieurs, sur cette antenne, pour bénéficier de vos analyses et de vos commentaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur France 24.